la leçon d'aujourd'hui, les grandeurs physiques liées aux quantités de matière. La notion de la mole. Alors le plan de la leçon, c'est introduction, première partie, la quantité de matière, la mole. Le carbone 12, référence pour définir la mole. La constante d'Avogadro Na. Relation entre la quantité de matière petit n et la constante d'Avogadro Na. Deuxième partie, la masse molaire. La masse molaire atomique M. La masse molaire moléculaire M. Relation entre la masse petite m et la quantité de matière M. Troisième partie, volume molaire et quantité de matière. Volume molaire Vm. Volume molaire Vm et la quantité de matière N. La densité D et la quantité de matière N. Quatrième partie, équation d'état des gaz parfaits. Les quatre variables d'état d'un gaz parfait. Loi de Boyle-Mariotte. La loi d'Avogadro-Ampère. Finalement, l'équation d'état des gaz parfaits. Grandeur physique liée aux quantités de matière, la mole. Installe leçon pour les premières bacs sciences expérimentales et sciences maths. Introduction. Alors on va considérer quelques échantillons de matière, un solide, liquide, gazeux et ionique. Premier échantillon, le sucre. C'est une matière solide. Le fer Fe. Le cuivre. L'eau, c'est un liquide. Un gaz. Et une solution ionique. Pour le sucre. Donc, elle contient des molécules C12H22O11, des molécules de saccharose. Le fer, il contient des atomes de fer Fe. Le cuivre, il contient des atomes de cuivre Cu. L'eau, elle contient des molécules H2O. Et le gaz suivant le gaz, donc il contient des molécules gazeuses. Une solution ionique, il contient des ions, par exemple Fe2+, K+. Alors les chimistes ils cherchent à chercher le nombre de molécules, d'atomes, d'ions qui se trouvent dans l'échantillon de matière. Donc ils cherchent à dénombrer le nombre d'atomes, d'ions et des molécules. Ils les appellent entités chimiques qui se trouvent dans les échantillons de matière. Alors pour cela, ils regroupent les entités chimiques en paquets qui s'appellent moles. Alors ces paquets-là, ou bien ces moles-là, ils comportent toujours le même nombre Na d'entités chimiques. Et on va voir combien de moles qui se trouvent dans un échantillon de matière. Premier paragraphe, la quantité de matière et la mole. Alors pour trouver le nombre d'entités chimiques dans une mole, on va faire référence au carbone 12. Le carbone 12 référence pour définir la notion des moles. On va considérer un échantillon de
carbone de masse M égale à 12 grammes afin de définir la notion de la mort. Les chimistes ont choisi un atome de référence, c'est une référence, c'est l'atome de carbone 12 et une masse M égale à 12 grammes de matière carbone pour définir une mort. Voilà l'échantillon 12 grammes de carbone 12 qui contient des atomes de carbone 12. Ça représente une mole par définition. Alors on va chercher le nombre d'atomes de carbone 12 qui se trouvent dans une masse 12 grammes de carbone 12. C'est pour cela qu'on a besoin de la masse d'un seul atome de carbone. Alors on sait la masse d'un seul atome de carbone, sachant que la masse d'un atome de carbone 12, un atome égale 1,993 fois 10 moins 23 grammes. Alors on a la masse d'un seul atome et on a la masse de l'échantillon. Pour trouver le nombre d'atomes qui se trouvent dans une mole, donc 12 grammes divisé par la masse d'un seul atome. On va faire les calculs. Alors le nombre d'atomes dans l'échantillon considéré, c'est Na égale la masse de l'échantillon sur la masse d'un seul atome. C'est 12 grammes, on a 12 grammes divisé par 1,993 fois 10 moins 23. Les calculs donnent 6,02 fois 10 à la puissance 20. Alors ce nombre-là, c'est le nombre d'atomes de carbone qui se trouve dans 12 grammes de carbone 12. Et ce nombre-là, il représente le nombre d'entités chimiques dans une mole. Une mole de matière contient le nombre 6,02 fois 10 à la puissance 23 entités chimiques, soit des molécules, des ions et des atomes. On va donner des exemples. Alors lorsqu'on dit une mole de fer, Fe, c'est-à-dire 1 fois 6,02 fois 10 à la puissance 23 atomes de fer. Il contient 6,02 fois 10, 23 atomes de fer. Deuxième exemple, lorsqu'on dit 2 moles de cuivre, c'est-à-dire 2 fois 6,02 fois 10 à la puissance 23, donne 12,04 fois 10 à la puissance 23 atomes de cuivre. Dans 2 moles, il y a 12,04 fois 10 à la puissance 23 atomes de cuivre. Par exemple, dans 5 moles d'eau, lorsqu'on dit 5 moles d'eau, c'est-à-dire il contient 5 fois 6,02 fois 10 à la puissance 23 égale à 3,01 fois 10 à la puissance 24 molécules d'eau. Alors, à partir de ça, donc la constante d'Avogadro Na, c'est tout simplement le nombre d'entités chimiques qui présentent dans une mole. Alors pour la constante d'Avogadro, il a l'unité par mole, c'est-à-dire mole à la puissance moins 1. On définit la constante Na égale à 6,02 fois 10 à la puissance 23 mole à la puissance moins 1, s'appelle constante d'Avogadro par c'est le nombre d'entités chimiques qui se trouvent dans une mole. Nombre d'entités chimiques qui se trouvent dans une mole. Maintenant, on cherche une relation entre la quantité de matière petite n et la constante d'Avogadro Na. On va utiliser la règle 3 pour trouver cette relation. Lorsqu'on a un échantillon de matière qui contient n moles, alors il contient un nombre grand n d'entités chimiques en général. Une quantité de matière qui contient un très grand nombre n d'entités chimiques. N mol de l'échantillon, lorsqu'on dit n mol de l'échantillon, elle contient Na entités chimiques, constante d'Avogadro. Alors, n mol
contient Na. Alors la règle 3, elle dit petite n fois Na égale à 1 fois n. On trouve grand N, c'est petite n fois Na. Ou bien, la quantité de matière, c'est le nombre d'entités chimiques sur la constante d'Avogadro. Pour les unités, donc, Na en mol moins 1. N, c'est un nombre, n'a pas d'unité, alors on trouve N en mol. On peut utiliser cette relation pour calculer la quantité de matière si on a grand N. Les exemples. Alors, c'est le nombre de moles de fer dans un échantillon de 3,8 fois 10 à la puissance 22 atomes. Si on a un échantillon de fer qui contient ce nombre-là, 3,8 fois 10 à la puissance 22 atomes. On peut déduire la quantité de matière de fer dans cet échantillon. Tout simplement, on va diviser ce nombre n sur la constante d'Avogadro Na. Si n égale à 3,8 fois 10 à la puissance 22 divisé par 6,02 fois 10 à la puissance 23, on va faire les calculs, on trouve 0,63 mol. Alors, cet échantillon de fer contient 0,63 mol. Supposons on cherche le nombre de molécules d'eau dans un échantillon de 4,5 mol. Le nombre de molécules d'eau dans un échantillon de 4,5 mol. Tout simplement, on va utiliser la relation grand 1, c'est la quantité de matière fois la constante d'Avogadro. On va faire les calculs. Grand N, c'est petit n fois Na, égale à 4,5 mol fois 6,02 fois 10 à la puissance 23. Alors, égal, on va trouver le 27,09 fois 10 à la puissance 23 molécules. Alors, cet échantillon contient 27,09 fois 10 à la puissance 23 molécules d'eau. Deuxième partie, la masse molaire. La masse molaire. Masse molaire atomique. Alors, définition. C'est tout simplement la masse d'une mole d'atome de cet élément. La masse molaire atomique M d'un élément est la masse d'une mole. Une seule mole, elle a une masse. Une seule mole d'atome, il a une masse qui s'appelle masse molaire atomique. Alors l'unité c'est combien de grammes par mole, c'est-à-dire grammes mole à la puissance moins 1. Alors on a une mole, elle va donner sa masse qui s'appelle masse molaire. Des exemples. La masse molaire du chlore, c'est 35,5 grammes mol à la puissance moins 1. Une mole de chlore, elle a une masse de 35,5 grammes. Une mole de carbone, masse molaire atomique du carbone, c'est 12 grammes par mol, c'est-à-dire 12 grammes mol à la puissance moins 1. La masse molaire de l'oxygène, 16 grammes mol à la puissance moins 1. On va trouver ce résultat dans le tableau périodique. Dans n'importe quelle masse molaire atomique, on va chercher dans le tableau périodique, on va trouver la valeur. Voilà le tableau périodique. Si on cherche la masse molaire de l'oxygène, par exemple, il s'écrit ici, c'est 16 grammes par mol. La masse molaire du carbone, voilà le carbone, 12 grammes par mol. Alors n'importe quel élément ici, on va trouver sa masse molaire atomique.
Masse molaire moléculaire. La masse molaire moléculaire. Définition, c'est tout simplement la masse d'une mole de molécules. Si l'échantillon contient des molécules, la masse molaire d'une mole, elle s'appelle masse molaire moléculaire. Alors, comment on va trouver la masse molaire moléculaire? C'est tout simplement, il est égal à la somme des masses molaires atomiques des éléments constituant la molécule. On va chercher les éléments, c'est-à-dire les atomes de la molécule, et on va faire la somme des masses molaires atomiques. Un exemple, supposons on cherche la masse molaire moléculaire de H2O. Alors la molécule H2O, elle contient 2 atomes d'hydrogène et un seul atome d'oxygène. Alors c'est 2 fois la masse molaire atomique de l'hydrogène plus 1 fois la masse molaire de l'oxygène. On va faire les calculs. 2 fois 1, parce que la masse molaire atomique de l'hydrogène c'est 1, c'est 2, plus 1 fois 16, il va donner 18 grammes par mol. Une mol de H2O, elle a une masse de 18 grammes. C'est-à-dire la masse moléculaire, c'est 18 grammes par mol. Un autre exemple, la molécule de saccharose, c'est 12H22O11. Elle contient 12 atomes de carbone, 22 atomes d'hydrogène, 11 atomes d'oxygène, égale 12 fois la masse molaire atomique du carbone, plus 22 fois la masse molaire atomique de l'hydrogène, plus 11 fois la masse molaire atomique de l'oxygène. La masse molaire atomique du carbone c'est 12, 12 fois 12, plus 22 fois 1, plus 11 fois 16. Alors, les calculs donnent 342 grammes par mol. Un mol de saccharose, il a une masse de 342 grammes. Troisième sous-partie, on cherche une relation entre la masse de l'échantillon et la quantité de matière N. Donc, toujours, on va utiliser la règle de 3. Si on utilise la règle de 3, on peut arriver à cette relation. La quantité de matière, c'est d'un échantillon de masse M. On a un échantillon de masse M est égal. Donc, on va chercher la relation. La quantité de matière, elle a une masse M. Une mole, elle a une masse molaire. Alors, N fois grand M égale à 1 fois petit m. 1 fois grand M, 1 fois petit m. Et on va déduire petit n. On trouve n égale à la masse de l'échantillon sur la masse molaire. Pour les unités, il faut utiliser la masse petit m en grammes, la masse molaire en grammes par mol, alors la quantité de matière en mol. Exemple. Le sucre alimentaire le plus courant est le saccharose, de formule C12H22O11. Alors, supposons on a une masse de sucre, alors on peut déduire la quantité de matière. Calculer la quantité de matière N du saccharose dans un morceau de sucre de masse M sucre, MS, 5,5 g. Alors, on a déjà la masse moléculaire de C12H22O11. On va diviser la masse de l'échantillon sur la masse molaire moléculaire. N de sucre égale la masse du sucre sur la masse molaire du saccharose. On va faire l'application numérique. C'est 5,5 divisé par 342. Et on va faire les calculs. On trouve 1,6 fois 10 moins 2 mol. Alors 5,5 g de sucre contient 1,5 fois 10 moins 2 mol. Calculez maintenant le nombre de molécules N de saccharose présentes dans ce morceau de sucre. Alors l'échantillon de 5,5 g
combien de molécules de saccharose. Alors pour cela, donc, on a la quantité de matière. On va utiliser la première relation qu'on a vue déjà. On peut aller à calculer le nombre de molécules. Alors ainsi, la quantité de matière fois la constante d'Avogadro M. On va faire l'application numérique. Ainsi, la quantité de matière, on a trouvé 1,6 fois 10 à la puissance moins 2 mol, multiplié par 6,02 fois 10 à la puissance 23. On va faire les calculs. On trouve 9,7 fois 10 à la puissance 23 molécules. Alors cet échantillon de 5,5 grammes contient 9,7 fois 10 à la puissance 23 molécules. Troisième partie, volume molaire et quantité de matière. On va définir le volume molaire. Le volume molaire noté V indice M, volume molaire. Tout simplement, le volume molaire, c'est le volume occupé par une seule mole de l'échantillon étudié. Une mole, il occupe un volume qui s'appelle volume molaire. Alors, combien de litres par une mole? Alors, l'unité c'est litres par mole ou bien litres mole à la puissance moins. Alors, on va différencier entre solide, liquide et les gaz. Alors, pour les solides et les liquides, la pression P et la température T n'a pas d'influence notable sur le volume molaire. Bien, c'est la température et la pression de l'échantillon qui changent. Alors, la valeur du volume molaire reste quasiment constante, c'est-à-dire ne change pas, c'est-à-dire la température, la pression n'a pas d'influence notable sur le volume molaire. Mais pour les gaz, ce n'est pas le cas. Le volume occupé par une mole de gaz dépend de la pression P et de la température T. Suivant les valeurs de la pression et de la température, on a la valeur du volume molaire Vm. Alors on va donner deux conditions. Par exemple, à la température 20 degrés Celsius et une pression de 1 bar, il s'appelle condition standard. Condition standard de la température et de la pression. 20 degrés Celsius, 1 bar, condition standard de la température et de la pression. Dans ce cas, le volume molaire égale 24 litres qui occupe une mole. Le volume molaire, c'est 24 litres mol à la puissance moins 1. Si on change ces conditions, la valeur du volume molaire va changer. Un autre exemple, à T égale à 0 degrés Celsius, il y a une pression de 1 bar. Si on travaille à 0 degrés Celsius, une pression de 1 bar, elle s'appelle condition normale. Condition normale de température et de pression. Alors la valeur du volume molaire égale 22,4 litres par mol, c'est-à-dire litres mol moins. Si on change la température et de la pression, on va trouver une autre valeur. Mais dans les exercices, vous trouvez l'un de ces deux conditions. Volume molaire Vm et la quantité de matière M. On va chercher maintenant une relation entre la quantité de matière et le volume molaire de l'échantillon. Toujours la règle 3 va donner le résultat. Une mole, il occupe le volume molaire Vm. Si on a une mole de l'échantillon, il occupe le volume molaire Vm. Un échantillon de matière N, il occupe un volume V quelconque. Alors 1 fois V égale à N fois Vm. N fois Vm égale à 1 fois V. Alors on trouve la relation, c'est N égale à V sur V molaire. Le volume V et la quantité de matière N correspondante sont donc reliés par cette relation N égale V sur V molaire. Les unités.
Alors, le volume V s'exprime en lettres. Volume molaire, lettres par mol. Donc on trouve la quantité de matière en mol. Donc ici, mol. Les exemples. Calculez par exemple la quantité de matière N de dioxygène. Dans un flacon de 700 ml, on travaille dans les conditions standards de la température de la pression. Dans ces conditions CSTP, on sait la valeur du volume molaire et on a le volume de l'échantillon. On peut faire les calculs. Alors, N de O2, c'est V sur Vn, application numérique. La quantité de matière de E2, c'est 0,7. On a 700 ml. On va la convertir en lettres. C'est-à-dire fois 10 moins 3. On trouve 0,7. 0,7 divisé par 24 égale à 2,92 fois 10 moins 2 mol. Alors, le flacon de 700 ml dans les conditions standards de température et de pression contient 2,92 fois 10 moins 2 mol de dioxygène. Cherchons maintenant la masse correspondante, c'est-à-dire la masse de dioxygène dans ce flacon. La masse, c'est... Alors on sait la quantité de matière et on a une relation entre la quantité de matière et la masse, c'est M. M égale à N fois la masse molaire. Parce que N égale à M sur grand N. Alors on va faire les calculs. Application numérique, la masse de O2 c'est 2 fois 92 fois 10 moins 2 mol, on a la quantité de matière, multiplié par la masse molaire moléculaire de O2. Alors la masse molaire moléculaire de E2 c'est 2 fois la masse molaire atomique de O, c'est-à-dire 2 fois 16 c'est 32. Alors on fait les calculs, on trouve 0,93 grammes. C'est la masse de dioxygène qui se trouve dans un flacon de 700 ml. La densité D et la quantité de matière N. On va chercher une relation entre densité D et la quantité de matière N. Avant ça, donc, il faut définir la notion de la densité. Définition. La densité d'un corps est tout simplement le rapport de sa masse volumique à la masse volumique d'un corps pris comme référence. Alors, on a un corps de référence et on a le corps de masse volumique rho C. On va faire la division de la masse volumique du corps et sur la masse volumique d'un corps pris comme référence. Alors, D égale rho C, c'est rho référence. Alors, on a la masse volumique, c'est la masse volumique. Donc, la densité D n'a pas d'unité. La densité D n'a pas d'unité. Alors, pour le référence, si on a les liquides et les solides, le corps de référence, c'est l'eau pure. On va prendre l'eau pure comme un référence si on a l'échantillon liquide ou bien l'échantillon solide. Alors, rho référence, c'est rho de l'eau. Et en sirop de l'eau, c'est 1000 kg par mètre cube. 1 kg par litre, c'est 1000 kg par mètre cube, mètre moins 3. Ça, la masse volumique de l'eau comme référence dans le cas du liquide et du solide.
Exemple, si on a l'acide sulfurique H2SO4, sa densité donc 1,83. La densité de l'éthanol C2H6O 0,793. La densité de ces deux liquides. Alors pour les gaz, dans le cas d'un gaz ou d'un vapeur, on va prendre le référence, c'est l'air. L'air comme un corps de référence. Mais à la même température et la même pression du gaz. Il faut garder la même température et la même pression. Dans le cas d'un gaz ou vapeur, le corps de référence est l'air à la même température et sous la même pression. Alors, puisque la masse volumique, elle dépend de l'air, elle dépend des conditions de température et de pression, on va donner un exemple des conditions normales de température et de pression. Dans les conditions normales de température et de pression, la masse volumique de l'air, c'est 1,204 kg par mètre cube. On va trouver une relation pour les gaz pour calculer la densité D. C'est une relation très simple. D égale la masse molaire du gaz sur 29. La masse molaire M sur 29. On peut utiliser cette relation pour calculer la densité dans le cas d'un gaz. D égale à M sur 29. Avec M, c'est la masse molaire du gaz en grammes mol à la puissance moins 1. Un exemple, la densité de CO2, CO2 c'est un gaz, on peut utiliser cette relation. On a la masse molaire de CO2 2 fois 16 plus 12, c'est 44. 44 divisé par 29, on va donner 1,51. Dans le cas de O2, la densité de dioxygène, c'est la masse molaire moléculaire de dioxygène sur 29. Alors 16 fois 2, 32. 32 sur 29, il va donner 1,1. La densité de O2, c'est 1,1. Alors je demande maintenant de démontrer cette relation. Pourquoi on a D, c'est la masse molaire sur 29. Alors d'abord, donc, il faut utiliser la définition. À partir de cette relation, on peut arriver à déduire que D égale la masse M sur 29. Alors chercher à démontrer que D égale M sur 29. Maintenant, on va chercher la relation entre la quantité de matière Tn et la densité D. La relation entre la quantité de matière N et la densité D. On va utiliser les relations suivantes. On sait que la quantité de matière, c'est la masse sur la masse molaire. Et on sait que la masse volumique du corps, c'est M sur V. Alors la masse du corps M égale la masse volumique fois le volume. On va porter cette égalité dans la relation suivante. Donc on trouve la quantité de matière M, c'est la masse volumique fois le volume sur la masse molaire. Alors on cherche maintenant la masse volumique du corps à partir de la densité. On sait que la densité, c'est la masse volumique sur la masse volumique des références. Donc,
La masse volumique du corps, c'est la densité multipliée par la masse volumique des références. On va arriver finalement à trouver donc cette relation, la quantité de matière, c'est la densité D fois la masse volumique des références fois V sur R. Dans le cas des liquides et des solides, on va mettre ici la masse volumique de l'eau. Dans le cas d'un gaz, on va mettre la masse volumique de l'air pour calculer la quantité de matière. Quatrième partie, équation d'état des gaz parfaits. Alors vous savez, pour décrire l'état d'un gaz, on a besoin de quelques variables. C'est 4 variables. Les 4 variables d'état d'un gaz parfait. On utilise carrément 4 variables pour décrire l'état d'un gaz. Pour décrire l'état d'un gaz, on a besoin de 4 variables. C'est-à-dire l'état d'un gaz est déterminé à l'aide de 4 variables. Première variable, c'est la pression P en Pascal, l'unité internationale. La température T, il faut utiliser le Kelvin. Alors pour trouver la température en Kelvin K, il faut donc utiliser cette égalité. La température en Kelvin, c'est la température en degrés Celsius plus 273,15. À n'importe quelle température en degrés Celsius, on lui ajoute 273,15 pour trouver la température T en degrés K. Troisième variable, c'est le volume V. Le volume V du gaz en mètres cubes. Quatrième variable, c'est la quantité de matière N en mol. Donc ça, c'est les 4 variables qui permettent de décrire l'état de n'importe quel gaz. Deuxième sous-partie, la loi de Boyle-Mariotte. Deux savants chimistes, Boyle et Mariotte. On va faire une activité. Une activité permet de déduire l'influence de la variation de volume V sur la pression d'un gaz. Et on travaille à une température qui est fixe, ne change pas, c'est une constante. On va faire l'expérience dans une température constante et on cherche l'influence de la variation du volume d'un gaz sur sa pression P. Voilà l'expérience. Voilà un système qui contient un gaz ici. On peut changer le volume. On va lire la pression. Alors ici on a l'air par exemple. Une quantité de matière de l'air ici. Et un appareil pour mesurer la pression, un manomètre. On travaille à une température fixe, par exemple 293 Kelvin. Alors on fait varier la pression P du système et on note la valeur du volume V. Alors pour changer la pression, pour changer le volume V et lire la pression. On va remplir un tableau des résultats. Puis on va tracer la courbe P, la pression P, en fonction de l'inverse de V, 1 sur V. Puis on va étudier la graphe afin d'énoncer, de trouver une relation entre P et 1 sur V. Et puis déduire la loi de Boyle-Mariotte qui énonce
la relation entre la pression P et le volume V d'un gaz. On va énoncer cette loi. Alors, les résultats de l'expérience sont portés dans le tableau. Alors, dans le tableau, on a le volume V en mètres cubes, la pression P en pascal. On va faire l'inverse du volume 1 sur V pour tracer la courbe. Alors, on va choisir 3 volumes. 80 millilitres, c'est-à-dire 80 fois 10 à la puissance moins 6 mètres cubes. 60 millilitres, 60 fois 10 à la puissance moins 6 millilitres. Et 20 millilitres, 20 fois 10 à la puissance moins 6 mètres cubes. On va changer le volume et on va lire la valeur de la pression. Voilà la valeur de la pression. 1,26 fois 10 à la puissance 5 pascal. Pour le volume de 60 millilitres, 60 fois 10 moins 6 mètres cubes, on trouve, donc le manomètre affiche 1,68 fois 10 à la puissance 5. Et pour un volume de 20 millilitres, 20 fois 10 moins 6 mètres cubes, le manomètre affiche la valeur 5,04 fois 10 à la puissance 5. Alors pour tracer la courbe, on va calculer l'inverse, 1 sur V, 1 sur 80 fois 10 moins 6, 1 sur 60 fois 10 moins 6, 1 sur 20 fois 10 moins 6. On va porter les résultats dans le tableau. On trouve 1 sur V en mètre moins 3, mètre cube, 1,25 fois 10 à la puissance 4 mètre moins 3, 1,67 fois 10 à la puissance 4 mètre moins 3, 5 fois 10 à la puissance 4. Alors on va tracer la courbe V P en fonction de 1 sur V, P en fonction de 1 sur V. Voilà la fonction P en pascal, 1 sur V en mètre, donc mètre moins 3, ajouter un moins ici, en mètre moins 3. Vous voyez qu'il s'agit d'une fonction, c'est une droite. Alors on va exploiter cette droite. Donc P varie linéairement en fonction de 1 sur V. Alors mathématiquement, P égale une constante fois 1 sur V. La constante, c'est le coefficient directeur de cette droite. Alors on trouve P égale une constante fois 1 sur V, c'est-à-dire P fois V, c'est une constante. Ça, c'est le résultat de l'expérience. Le produit de la pression fois le volume reste constante. Et on a fait l'expérience à une température constante. Alors, on va généraliser ça. On va énoncer la loi de Boyle-Mariotte. Énoncé. À température T constante, le produit de la pression P et le volume V d'une quantité de matière titane d'un gaz parfait reste constant. Toujours, si on manipule un gaz parfait et si on travaille à une température constante, alors on va trouver le produit V constante, c'est-à-dire ne change pas. Le produit PV constant ne change pas. On peut utiliser cette égalité pour résoudre les exercices. Dans le cas d'une température constante, c'est-à-dire la loi de Boyle-Mariotte. Notre loi, c'est la loi d'Avogadro-Ampère. Deux savants Avogadro et Ampère. Alors on va analyser l'expérience de Avogadro et Ampère. Alors on travaille dans les mêmes conditions de température et de pression. On va fixer
la température et la pression. Et on va chercher à mesurer les volumes dans des volumes égaux de trois gaz, les masses de ces trois gaz, et déduire les quantités de matière. Dans les mêmes conditions de température et de pression, on mesure la masse des volumes égaux de trois gaz différents, O2, CO2, CH4 par exemple. Voilà, donc même volume de O2, de CO2 et de CH4. Alors les résultats sont portés dans ce tableau-là. On a le gaz O2, CO2, CH4. Alors si on mesure la masse de O2 dans ce volume-là, on trouve 1,6 g. La masse de CO2 dans le même volume, 2,2 g. La masse de CH4, 0,8 g. On sait les masses molaires moléculaires. La masse molaire moléculaire de O2, c'est 32. La masse molaire moléculaire de CO2, c'est 44. La masse molaire moléculaire de CH4, c'est 16. Alors, on va calculer la quantité de matière de O2, de CO2 et de CH4. On va porter les résultats dans ce tableau. C'est-à-dire on va diviser la masse petit m sur grand M, 1,6 divisé par 32, 2,2 divisé par 44, 0,8 divisé par 16. On va porter les résultats, on trouve 0,05, 0,05, 0,05. Vous voyez que ces trois volumes contiennent même quantité de matière. Alors, dans les mêmes conditions de température et de pression, des gaz différents, des volumes égaux contiennent même quantité de matière. Ça, c'est la loi d'Avogadro-Ampère. On va énoncer cette loi. Même volume V, des gaz différents, on a trois gaz différents, dans les mêmes conditions de température et de pression. Il faut fixer mêmes conditions de température et de pression. Elles contiennent même quantité de matière. Ça, c'est le résultat. Elles contiennent même quantité de matière. Alors, on peut utiliser donc cette loi, c'est la loi d'Avogadro-Ampère, pour répondre à un exercice. Finalement, équation d'état des gaz parfait. Équation d'état des gaz parfait. Un gaz parfait, c'est tout simplement un gaz qui suit la loi de Boyle-Mariotte et la loi d'Avogadro. Il y a des gaz qui ne suivent pas les deux lois, ce sont des gaz réels. Mais un gaz parfait, donc, il suit la loi de Boyle-Mariotte et la loi d'Avogadro. Alors pour ce gaz-là, qui est un gaz parfait, on cherche une relation entre la pression P, le volume V, la quantité de matière N et la température T. C'est une relation mathématique qui va lier entre ces quatre variables d'état. Alors on trouve l'équation qui s'appelle l'équation d'état des gaz parfaits. Cette équation, c'est P fois V égale M fois R fois T. On a une constante qui varie entre les variables. Afin de la commodité des unités, P fois V égale MT, P en Pascal, V en mètre cube
mettre 3. N et T, T en Kelvin, N en mol. Alors, R, c'est une constante. Elle s'appelle la constante du gaz parfait. Et elle a la valeur R 8,32 pascal mètre cube Kelvin moins 1 mol moins 1. C'est une constante du gaz parfait. Alors à partir de cette équation d'état, on trouve la loi de Boyle-Mariotte et en même temps on trouve la loi d'Avogadro. Alors si on travaille à une température fixe et une quantité de matière fixe, alors N fois R fois T reste constant, c'est-à-dire le produit de la pression P fois V reste constant. C'est la loi de Boyle-Mariotte. Pour la loi d'Avogadro-Ampère, dans les mêmes conditions de température ou de pression, c'est-à-dire T et P fixe, des volumes égaux V fixe, des gaz différents contient automatiquement même N. On a P et V étaient fixes, R est une constante, alors on trouve le même résultat, la même quantité de matière N. Donc ça c'est l'équation d'état des gaz parfaits. On peut utiliser cette équation pour les gaz parfaits. Merci.